faudrait bien que je commence à parler des Français, là, parce que là, si bol de colis de bide, on n'arrivera pas à ma métamorphose. Les Français, j'ai dit, Cartier arrive ici. Il arrive ici, pourquoi Cartier? Parce qu'il y a une chicane de famille en France, en Europe, entre un roi qui s'appelle François Ier, hein, le roi Gaillard, d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés au musée de l'armée à Paris, la salle des armures? Ça vous dit quelque chose? Je suis convaincu que mes amis de la Commission des lieux de mémoire communs, hein, qui nous font l'honneur de leur présence, le voient. On arrive et il y a ce qu'on appelle un destrier. Un destrier, c'est un cheval de guerre. C'est immense. Le premier que l'on voit, c'est un immense destrier sur lequel il y a un immense chevalier. C'est l'armure de François Ier. François Ier, il devient roi de France parce que la souche s'éteint et c'est lui le petit-neveu de Louis XII qui va hériter du royaume. Il est né à Angoulême, d'ailleurs. C'est le roi chevalier. Il va être fait chevalier par nul autre que le Bayard. Hein? Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. Et il fait 1 mètre... attendez, comment il fait grand? Il fait 1,90 m. C'est quand même... C'est à peu près Laurent Duvernay-Tardy comme bonhomme. Hein? Et quand on voit l'armure là-bas, on comprend qu'il est assez costaud. Il est en conflit perpétuel avec son beau-frère, qui s'appelle Charles. Charles V ou Charles Quint. Hein? Charles Quint, François a épousé la sœur de Charles Quint. Ils vont en guerre perpétuelle. Les Français vont parfois gagner à Marignard, bravo, bravo. Puis ils vont parfois perdre à Pavie, pouf, pouf, pouf. Et donc, lui, il dit, ben là, mon beau-frère, il en a plein les poches parce qu'il a découvert en Amérique de l'or, de l'argent, des diamants. Et il se cache derrière un traité qui a été une bulle papale qui dit que les terres nouvelles sont partagées entre le Portugal et l'Espagne. On fait une ligne, hein? 400 lieues à l'est de l'Europe, nord-sud. Ce qui est à droite, ça appartient au Portugal. Ce qui est à gauche, ça appartient à l'Espagne. C'est la raison pour laquelle le Brésil, il est portugais et que les Portugais vont largement contribuer à vider les pêcheries de Terre-Neuve parce qu'ils sont sur leur ligne. L'autre côté, les Espagnols. François Ier n'aime pas ça pantoute. D'ailleurs, il va dire un mot assez... je vais tenter de le citer, mais vous me corrigerez. Mais en gros, il dit qu'on me montre la clause du testament d'Adam, hein, dans laquelle on donne aux Espagnols et aux Portugais l'exclusivité des nouvelles terres. Évidemment, il n'y a personne qui est capable d'y montrer. Donc, lui, il décide d'envoyer du monde, venir voir un peu qu'est-ce qu'on peut, nous, occuper les Français. Il va envoyer un type qui s'appelle... Des gens ici qui sont allés à New York, vous imaginez? Vous savez, il y a un grand pont à New York, grand pont suspendu, le pont Verrazzano. Voilà. Verrazzano est connu en France sous le nom de Jean de Verrazzano. Hein? Jean de Verrazzano est embauché, c'est un Italien qui est embauché par François pour aller faire du repérage et qui va découvrir la baie de New York et qui va donner à New York son nom originel. La Nouvelle-Angoulême. Enfin, j'ai quelqu'un qui a la réponse. J'ai fait ça, cette conférence, devant des milliers de Français. Il y en avait zéro qui avait de me dire. Il me disait, ouais, la Nouvelle-Hollande, Nouvelle-Amsterdam, mais la Nouvelle-Angoulême. Donc, en l'honneur du comte d'Angoulême, le nom de François Ier. Il retourne, il dit, bon, il retourne, il envoie Cartier. Cartier connaît ça, il est de Saint-Malo. Vous savez que les pêcheurs malouins, ils viennent sur les bancs de Terre-Neuve depuis longtemps à cause de la morue. Hein, la morue. Pourquoi la morue? Parce qu'on est des catholiques. Et les catholiques, tous les vendredis, on fait quoi? Hein? C'est ça. On fait jeûne quand même. Hein? On mange du poisson, donc il faut du poisson. Et la morue, ça se transporte bien. On la sale, on la met dans des barriques, on la ramène. Et il y en a tellement qu'on dit à l'époque, une vraie belle histoire de pêche. Hein? Hey, mon jeune homme, embarque sur le bateau, on va aller faire la morue. Ben oui, mais si je tombe par-dessus bord, pas de problème, tu vas tomber sans morue, tu as un qu'à marcher puis à rembarquer. Il y en a beaucoup. Donc, on sait qu'il est là, mais on ne veut pas en parler parce que les pêcheurs, vous savez, ils ont trouvé leur spot à morue, donc ils n'en parlent pas. Mais Cartier, il sait. Donc, lui, il va assez facilement traverser. Il arrive évidemment à Gaspé, prend possession, Lacroix, découvre une voie d'eau qu'il va baptiser du nom de Saint-Laurent. Saint-Laurent, pourquoi? Parce qu'il arrive là. Ben, il voudrait bien trouver un beau mont, mais Angoulême est déjà pris, ça fait qu'il décide de faire quelque chose que tout le monde fait. Il regarde dans son missel, son manuel biblique, puis voilà, la fête liturgique de 10 août, Saint-Laurent. Ah bon, on va appeler ça le fleuve Saint-Laurent. Saint-Laurent, d'ailleurs, entre vous et moi, des fois, j'aime ça, comment dire, émailler mon propos de taille un peu morbide. C'est un diacre romain qui a été supplicié à l'époque de Dioclétien, qui est un empereur romain.
Et on l'a supplicié d'une manière assez originale. On a essayé de créer avec lui ce qui est devenu l'ancêtre du barbecue. Finalement, on l'a grillé. C'est une grille. Et on a mis les charbons, mon pauvre Saint-Laurent. Et on dit qu'à un moment donné, il se retourne devant son bourreau et dit « Bourreau, tourne-moi de côté, je suis assez cuit de ce côté. » Enfin. Mais on a enfin un saint de l'Église catholique, qui est d'ailleurs le fils de Charles Quint, qui s'appelle Philippe II, va avoir tellement une dévotion à Saint-Laurent que lorsqu'il fera construire son propre palais royal près de Madrid, qui s'appelle l'Escorial. L'Escorial, il est consacré à San Lorenzo, et lorsqu'on prend un drone, un avion, puis on est au-dessus de l'Escorial, on voit très bien que ça a la forme d'un gril. C'est un gril qui honore le saint patron de Philippe II, Saint-Laurent, qui a donné son nom à notre rivière. Voilà. Donc, il arrive, ce quartier. Il veut quoi? Il veut trouver de l'or, des diamants, des trucs payants pour son roi qui a financé ses guerres contre son beau-frère. Évidemment, il va penser en trouver. Hein? Il va trouver ce qu'il croit être des diamants, de l'or. Il va rentrer, tout heureux d'être content. Il dit, ma fortune est faite, je rentre, hein, je n'ai plus besoin. Malheureusement, il arrive avec des barils dans lesquels se trouvent essentiellement deux choses. De la pyrite de fer. La pyrite de fer, ça ressemble à de l'or. D'ailleurs, en anglais, on appelle ça « the fool's gold », l'or des fous. Hein? Et il trouve aussi quelque chose qui a donné son nom au cap important de Québec, le cap aux diamants. Ces diamants sont du quartz. C'est tellement faux que pendant des siècles et des siècles, à la cour de France, lorsque quelqu'un va te dire une grosse menterie, on ne dira pas que tu as le nez comme Pinocchio, on va dire que ton affaire, c'est faux comme diamant du Canada. Fin de la parenthèse. Donc, les Français viennent, réalisent qu'il n'y a pas de richesse réelle, s'en retournent chez eux pour s'entretuer pendant 60 ans. Il y a à cette époque-là un truc qu'on va appeler les guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Ça va mettre la France à feu et à sang pendant une 60aine d'années. Le massacre de Saint-Barthélemy, ça vous dit peut-être quelque chose. Enfin, c'est un mauvais moment dans l'histoire de France qui va prendre fin avec l'accession au trône d'un prince protestant qui va dire, vous savez, dans le fond, Paris, ça vaut bien une messe, et qui va accepter de se reconvertir. Il était né catholique, il est devenu protestant, il est redevenu catholique pour marier la belle Marguerite de Valois, il est redevenu protestant, et à la fin de sa vie, il va redevenir catholique pour devenir roi de France. Il s'appelle Henri IV. Hein? Oui? Pouvez-vous répondre à ma place? Non, je ne sais pas, c'est peut-être bon. Bon, enfin, bref. Henri IV. Donc, Henri IV, il va envoyer Champlain ici, 1608, on le voit, il arrive, j'en ai parlé tantôt, il s'installe. Il s'installe parce qu'ils ont trouvé une autre raison de faire de l'argent, qui n'est pas l'or, qui n'est pas l'argent, qui n'est pas les diamants, qui est ce que Madame évoquait tantôt, le castor. Et pourquoi le castor? Parce qu'on fait quoi avec le castor? Exactement. Et les chapeaux de castor, ben non. Non, pas vraiment. Ce n'est pas le chapeau de castor qu'on connaît. Le chapeau de castor, dans notre légende à nous, c'est le chapeau de forme, hein, le chapeau de castor. Ce qu'on recherche, ce n'est pas le poil de castor, c'est le duvet de castor. Donc, on va prendre le duvet et on le fait bouillir et on en fait un feutre. Et le feutre de duvet de castor, il a de grandes qualités. Il est extrêmement résistant, il est imperméable, il se malaie bien. Rappelez-vous, 1630, on est quoi là? Alexandre Dumas, les trois mousquetaires qui s'appelaient Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan. Hein? Ils ont quoi sur la tête? Ils ont des chapeaux à large bord, faits en castor, parce qu'en plus, il est imperméable. Il garde sa forme. On a tout massacré les castors en Europe, donc on s'en vient ici. Et pour le castor, on fait des fortunes. Des fortunes. On échange ça avec nos amis indiens dans un rapport qualité-prix exceptionnel. Donc, on leur donne quoi à eux, aux Indiens? Des miroirs, parce qu'ils trouvent ça vraiment trippant. Wow! Des pierreries, hein, de la verroterie, des billes avec lesquelles on fait quoi? Des fameuses ceintures, les wampum, ça vous dit quelque chose? Les espèces de petites perles de pierre. Ils aiment beaucoup aussi les haches. Hein? La tête de hache en métal, ça va mieux pour massacrer son ennemi qu'un tomahawk en pierre. Et ça coupe aussi. Ils aiment beaucoup les couvertures. J'évoquais tantôt le général Amherst qui avait fait rouler des malades de vérole dans des couvertures pour les offrir aux guerriers de Pontiac de manière à les massacrer. Premier exemple dans l'histoire d'une guerre bactériologique, ben, ils aiment les couvertures de traite, souvent des couvertures rouges. Hein?
Et on leur donne quoi aussi? Ben, c'est pas mal ça. Ah oui, ben oui, mais que donc, qu'est-ce qu'on leur donne aussi? Ça, c'est les Hollandais qui ont commencé. Exactement, le mousquet. Le mousquet. Parce que le bâton qui crache le feu, qu'on dit à l'époque. Donc, on dit aux Indiens, amenez-nous des castors, on va faire de l'argent avec ça, puis on va vous donner en échange des pierreries, des trucs comme ça, mais éventuellement, ils veulent des bâtons qui crachent le feu. Donc, vous savez comment on fonctionne? Je m'en vais dans les pays d'en haut, je m'en vais rencontrer mes amis algonquins qui ont piégé, trappé tout l'hiver, qui ont comment, dépiauté les castors, m'amènent les pots. Et je mets mon mousquet comme ça. Poum! Allez, mon ami, empile. Empile. Il faut faire monter les pots de castor jusqu'au niveau du mousquet. Ça en fait 60 quand même. Pas mal, hein? Et à 60 pots à Paris, ça vaut pas mal de sous, donc on lui donne le mousquet. Mais ils sont tellement tordus, les négociants français, qu'ils vont développer quelque chose qu'on va appeler le mousquet de traite. Et il a quoi de plus que l'autre mousquet, le mousquet de traite? 30 cm. Ça te permet d'ajouter une dizaine de pots de castor. Et là, ça commence à marquer le changement, la différenciation, le mousquet de traite. Donc, il s'installe ici. Pendant très longtemps, ceux qui viennent ici, les Français, ce sont de trois choses l'une. Ou bien des officiers, des gens qui n'ont pas le choix, des fonctionnaires royaux. Ils viennent ici pour percevoir les taxes, contrôler, représenter les rois successifs. Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV. Gros bloc. Deuxième gros bloc, il y a les mystiques, ceux qui veulent évangéliser, convertir le monde, être les créateurs de la cité de Dieu, notamment une gang de farbrelus qui vont s'installer en 1642 dans un endroit qu'ils vont appeler Montréal, Ville-Marie, hein, Maisonneuve. Et ce sont vraiment des gens qui sont dans le mouvement de la contre-réforme catholique. Hein. Ce sont des catholiques intégristes. Et pour eux autres, on est tous des frères, c'est merveilleux, Jésus, etc. C'est ça, quand ils vont arriver à Montréal, puis ils auront à composer avec le troisième groupe qui est le plus influent, qui, eux, sont qui? Les commerçants, les aventuriers, les coureurs des bois, les gens qui veulent faire fortune dans le commerce. Bien, mon pauvre Maisonneuve, il va tomber deux pas mal là, derrière ces gens pour qui le commerce est fondamental parce que les commerçants vont s'allier avec les officiers royaux pour dire aux mystiques, bien, c'est bien beau les mystiques, mais on n'a pas vraiment besoin de vous pour faire la Nouvelle-France. Donc, ils sont à peu près 20 000 qui vont venir ici, totalement, sur 150 ans. Il y en a 6 000 qui vont périr, différentes sortes, naufrages. Par exemple, en 1724, il y a un bateau qui s'appelle le Chameau. Tout en affaires. Il transporte la fine fleur de la Nouvelle-France. L'intendant, les seigneurs, la Haute-Gomme, 325 personnes. Il fait naufrage en arrivant à Louisbourg. Corps et bien 325 morts. C'est absolument énorme. Par exemple, vous connaissez une ville qui s'appelle Saint-Augustin de Desmaures? Le seigneur de Desmaures est à bord de ça. Il veut aller chercher de l'argent en France pour développer sa seigneurie. Il meurt dans le naufrage du Chameau. Et sa famille est désargentée, ce qui fait que la seigneurie est vendue aux enchères. Et ce sont les bonnes sœurs de l'hôpital général qui ont quand même un peu d'argent, les bonnes sœurs. Vous savez que 40 des seigneuries en Nouvelle-France appartiennent à l'Église. Hein? Le plus gros propriétaire en Nouvelle-France, c'est de loin l'Église, toutes ses formes. Les Jésuites en ont un sacré paquet, les messieurs du séminaire à Québec en ont beaucoup. Hein? Ils ont même la propriété de ce qui est devenu la ville de Laval. L'île de Laval, ça appartient à qui? À François de Laval. Monseigneur de Laval, il s'est fait une petite île dans le coin de Montréal. Alors que l'île de Montréal, elle appartient aux Sulpiciens, qui sont eux aussi une communauté religieuse. Donc, eux, c'est ces 20 000-là, 6 000 vont périr, ils vont être malades. Il y a 6 000 qui vont s'en retourner, parce qu'ils n'aiment pas ça, il fait froid ici, c'est pas confortable, les Indiens ne sont pas gentils. J'ai fait mon argent, je veux ma petite maison, mon château sur le bord de Loire. Et il n'y en a finalement que 6 000 qui vont s'installer à Doma. C'est ces gens-là qu'on va traiter au cours des quelques prochaines minutes qui vont être plus nombreuses que je pensais. Donc, ils s'installent ici jusqu'en 1660, on n'est rien. On est essentiellement une colonie avec quelques officiers royaux, quelques explorateurs, quelques missionnaires et bien des commerçants. Après, il y a quelque chose qui se passe, c'est Louis XIV qui décide que les Hollandais, ce sont des ennemis jurés. Un, ils sont protestants. Deux, ce sont des commerçants importants. Et trois, ils ont développé une colonie au sud d'ici qui s'appelle la Nouvelle-Hollande, dont la capitale s'appelle la Nouvelle-Amsterdam. Ils se sont installés dans un endroit qui aujourd'hui est connu sous le nom de Albany, New York, mais qui à l'époque s'appelle Fort Orange.
Et eux aussi, ce sont des commerçants qui sont bien attirés par le castor et qui sont prêts à toutes les avenies pour être capables d'en obtenir. Donc, c'est eux autres qui vont commencer à vendre des mousquets aux Indiens, échanger, à vrai dire, et qui vont aussi développer, comment dire, la vertu de l'eau de feu ou de l'eau de vie. Ce sont les premiers qui vont dire « Ah, les Indiens aiment ça, les Iroquois, ils aiment ça beaucoup, on va leur en donner, puis ils vont donner des castors en retour. » À tel point que nous, ici, on est obligés de faire la même chose. Mais comme on offre du brandy français, on comprend que peut-être ça a plus de succès que le Dick Hyper hollandais. Mais enfin, je pense que les Indiens ne buvaient pas pour le goût, ils buvaient pas mal pour l'effet. Donc, ils vont envoyer ici, ils vont créer ce qu'on appelle une province de France, la Nouvelle-France, 1663, et on envoie ici un système d'ancien régime. Le gouverneur, l'intendant, la structure, l'évêque parfaitement, et on envoie un régiment complet pour venir mater la menace iroquoise alimentée par les méchants Hollandais. Ce n'est pas les Anglais, c'est les Hollandais. C'est étonnant, à cette époque-là, les Anglais sont nos alliés. Les Français et les Anglais sont alliés, pour une des rares fois de l'univers, contre les Hollandais. Régiment de Carignan-Salière, on s'en souviendra tous, on était tous là. Regardez, fouillez un peu, envoyez un truc à Ancestry.com, demandez votre analyse d'ADN. Il y a 9 chances sur 10 que pour nous tous ici, on nous trouve un Carignan-Salière quelque part. Ils sont 1600, ce sont des soldats éprouvés. C'est un des premiers régiments français à être revêtus d'un uniforme. Ils se sont battus contre les Turcs notamment. Ils ont fait une odyssée incroyable pour venir ici. Ils sont allés mater les dangers des Autochtones en Guinée. Ils sont allés mater les dangers des Autochtones dans les îles Guadeloupe, Martinique, Dominique. Et finalement, ils partent de plus 40 degrés là-bas à moins 40 degrés ici. Ils vont s'installer. Ils vont, comment dire, ils vont détruire la menace iroquoise, sans tirer un coup de feu, mais en faisant bien du bruit. Donc, ils vont arriver, ils sont 1600 les dents pour. Imaginez, 1600 hommes habillés pareil, bruns avec des rubans orange et violets, les mousquets, les grandes, et qui font du bruit. Tu sais, les tambours, les fifs, les pipeaux et tout. Et ils vont surprendre les Iroquois. Bien, les Iroquois ne sont pas des cons, ils entendent venir. Fait que ce qu'ils vont faire, ils vont abandonner leur village. Mais les gens de Carignan-Salière, ce qu'ils vont faire, ils vont systématiquement brûler les villages iroquois le long du Richelieu jusqu'au sud du lac Ontario. Ils vont surtout brûler les récoltes. Or, les Iroquois, ce sont quoi? Des sédentaires. Ils sont des agriculteurs. On estime que plus de 10 000 Iroquois, surtout les vieux, les femmes, les enfants, qui vont mourir de faim pendant l'hiver qui va suivre, après cette glorieuse victoire du régiment de Carignan-Salière. Ils vont demander la paix. Colbert, qui est le grand ministre de Louis XIV, dit « Bien, messire, c'est bien, il a demandé la paix, mais il faudrait peut-être s'assurer pour l'avenir. Donc, on va faire ce que les Romains faisaient à l'époque. Vous savez ce que les Romains faisaient, les légions romaines? On les installait aux confins de l'Empire. On disait, les légionnaires, une fois que votre service est terminé, on vous démobilise et on vous donne des terres, vous vous installez là. Donc, ce sont des paysans soldats qui vont défendre l'Empire romain pendant presque 500 ans contre les barbares et ils vont bien le réussir pendant assez longtemps. Donc, on va faire la même chose ici. On va offrir aux soldats et aux officiers de Carignan-Salière de rester au Canada, en Nouvelle-France. En donnant aux capitaines, aux officiers, on donne une seigneurie et aux soldats, on donne une terre. Or, un soldat, en 1760, c'est vraiment pas grand-chose. L'aîné de la famille, il a la terre. Le deuxième, on lui donne l'éducation. Le troisième, il va peut-être devenir curé. Quatrième, peut-être ouvrier, artisan. Cinquième, va devenir soldat. Tu n'es rien quand tu es un soldat. Tu signes. Et d'ailleurs, anecdote, il y a beaucoup de noms de familles au Québec qui sont un peu différents. Et les Français ils disent « Ouais, c'est curieux, les noms de Français. Les noms ici, vos noms de famille sont différents. Hein? Les Robitaille, les Jolis de cœur, les Va-de-bon-cœur. Les Bombardier, la Terreur, c'est quoi ça? Les noms de guerre. Quand on s'enrôle dans l'armée royale, je m'appelle Denis Dupont. Là, je me donne un nom de guerre qui va me donner la tulipe. Tiens, et je prends un nom de guerre et quand je suis en France, que je retourne chez nous, je reprends mon premier nom. Mais ici, ils sont restés. 600 sont restés, 50 officiers, 550 hommes de troupes. Et c'est le cœur de ce que nous sommes. Ça va? Ils viennent ici pourquoi? Parce qu'ils ont des terres, ce qu'ils n'ont pas là-bas. Hein? Ils ont le droit de garder un fusil, ce qu'ils n'ont pas le droit là-bas. Ils ont le droit de chasser, de pêcher, ce qu'ils n'ont pas le droit là-bas. Si vous êtes en France à cette époque-là, que vous êtes surpris avec un fusil à chasser sur une terre domaniale,
bien, c'est minimum 3 ans de galère, quand même. C'est pas de partie de plaisir, les galères. Puis si on vous reprend, on vous flétrit, comme une fleur. Vous flétrit, vous savez ce que ça veut dire, être flétri? On prend un magnifique morceau de fer forgé qui ressemble à une fleur de lys, on le met sur des charbons ardents et on vous marque, comme du bétail. Pour les dames à l'épaule, c'est moins évident. Pour les méchants, c'est ou le front ou la joue. Là, c'est sûr que tu es un bum. Okay? Donc ici, on peut chasser, on peut garder son mousquet, ce qui n'est pas permis là-bas. On peut pêcher, même chose. D'ailleurs, ici, on est à Pont-Rouge. Comment s'appelle la rivière ici? La rivière Jacques-Cartier. 1825 à peu près. Le seigneur des Écureuils en bas écrit dans son journal. Il dit, nous avons terminé la pêche au saumon. Il y en avait tellement cette année qu'une fois que nous eûmes fait nos réserves pour l'année entière, séchés, salés, filetés, il en restait tellement que je dis à mes gens, mettez-les dans des banneaux et servez-vous-en pour engraisser vos terres. Les terres de la seigneurie des Écureuils étaient engraissées au saumon de l'Atlantique en 1830. C'était pas beau, ça, hein? Aujourd'hui, il en passe 2 ou 3 par siècle en bas, là, mais là-bas, ça montait par centaines de milliers. Donc, ils sont ici, puis ils ont ça. Donc, ils ont de la terre, ils ont le fusil, ils peuvent chasser, ils peuvent pêcher. Les obligations des gens sont beaucoup moins importantes ici que là-bas. Il n'y a pas de gabelle, tu sais, des frais, des taxes lourdes, des corvées, très peu. La seule corvée qu'on va leur demander, c'est d'entretenir le chemin du roi qu'on va construire à compter de 1730 entre Québec et Montréal, qui va devenir la plus grande autoroute d'Amérique, en 245 km en 1743. C'est quelque chose, ça. Il n'y a pas de pont, cependant. Pour traverser les rivières, ce sont ce qu'on appelle des bacs à cordes. On tend un câble et on met une espèce de petit radeau. On embarque sur le petit radeau, puis on pousse. Un peu compliqué. Quand il y a du gros courant dans la rivière Jacques-Cartier, le bac à cordes est emporté plus souvent au large qu'autrement, et à tel point qu'à un moment donné, on va construire le premier pont permanent sur la rivière Jacques-Cartier qui va faire la fortune de ici, hein, puisque le chemin du roi, on va le faire bifurquer, passer un peu par le nord avant de retrouver le sud. Donc, le chemin du roi a, jadis, eu le grand privilège de se détourner sur Pont-Rouge, quand même qu'il l'a acquis. Bon, ils en étaient où, là? Donc, ils ont ça, ils peuvent bien manger, ils sont propriétaires d'une terre, ils vont commencer à apprendre à changer leur manière de vivre. Pourquoi? Ils arrivent ici, ces gens-là, ils sont en sabots. Une paire de culottes, une chemise, une cape pour les femmes, une longue robe. Il fait moins 40. Ils arrivent en juillet, c'est parfait, mais en février, c'est pas mal froid. Donc, d'ailleurs, mon père de jeune, dont je parlais tantôt, supérieur jésuite, écrit dans les relations, tous les hivers, c'est par dizaines que je compte les gens que l'on doit amputer des doigts d'orteil et des doigts de main à cause du gel. Donc, ils vont faire quoi? Première Nation, nos amis, ils sont là. Hein, les gens qui nous ont donné Manicouagan, ils vont nous donner quoi? Les mocassins, les moufles, les bonnets, les pelisses virées. Ils vont nous apprendre à marcher sur des raquettes, de se promener avec des toboggans. Je veux dire, ça se termine en Anne, Shawinigan, toboggan, un toboggan. Ils vont nous apprendre vraiment comment composer avec l'hiver. Donc, les Canadiens, déjà, vont commencer à lâcher la mode de Paris pour adopter la mode de Québec, qui est une mode différente. Ceinture fléchée, les pelisses, les bonnets. Ils vont commencer à fumer la pipe. Hein? Le tabac est une création amérindienne. Et donc, ils sont différents déjà, comment ils s'habillent, ils sont déjà différents dans les corvées qu'ils ont. Ils vont se différencier dans les maisons qu'ils vont construire. Au début, ils font comme là-bas. Ils arrivent ici, terre battue, on met l'âtre, hein, la cheminée au milieu, on construit autour, maison souvent carrée, avec une pente de toit qui est inspirée de celle qu'ils construisaient quand ils étaient en Bretagne ou en Normandie. Donc, la pente, elle est assez pointue. Hein? Deux faces ou 4 faces. On dit 2 os ou 4 os. Les portes sont penturées vers l'extérieur. Tu as vu la porte, parce que ta maison, c'est ton dernier refuge, c'est ton bastion, c'est ta forteresse. Il est beaucoup plus difficile de défoncer une porte en la poussant au-delà du linteau. Et ils font ça comme ça ici. Ils font comme là-bas. Surprise! Après un bout de temps, qu'est-ce qui se passe? Hein? L'hiver arrive, bodoum. Qu'est-ce qui se passe? La neige. La porte qu'on ouvre comme ça, elle fait quoi? Elle ouvre plus. OK. Hein? Le foyer qui est au milieu, il fait chaud pour mourir, puis on gèle sur les côtés. La terre battue, on se gèle les pieds. Il y a à peu près 1,50 m de neige partout, ça ne sort plus. Donc, ils vont faire quoi? Rapidement, en 50 ans, ils vont développer, avec le génie et la débrouillardise qui est la leur, la maison canadienne.
La maison canadienne, on fait quoi? On prend le foyer, on l'envoie sur le mur aveugle qui se trouve du côté du nord-est. Pourquoi le nord-est, le mur aveugle? Les vents dominants l'hiver, ils viennent du nord-est. Mur de pierre, foyer, chauffage par radiance, d'une certaine manière. Ils sont les premiers à faire ça. On va commencer à exhumer. On ne fait plus la terre battue, on commence à faire une galerie. 1,50 m. Pourquoi la galerie 1,50 m en Nouvelle-France? Accumulation de la neige. Hein? La Chandeleur, le 2 février, la neige est à sa hauteur, 1,50 m. C'est songé, leur truc. Prendre des toits, on va commencer à l'ouvrir. On va faire des larmiers, où on va mettre des barrières. Hein? On adapte la maison très rapidement. Et quand vous vous promènerez au Québec, vous regarderez dans les vieux villages, les maisons, vous allez dire « Ah, ben mon Dieu, M. Angers avait raison. C'est vrai qu'au nord-est, il n'y a pas souvent de fenêtres. Non seulement il n'y a pas souvent de fenêtres, mais en plus, souvent, on va mettre de la planche pour mieux isoler. » Donc, la maison canadienne, elle se fait en 50 ans, à peu près, rapidement.